nous allons animer aujourd'hui un atelier avec la participation de Denis Mor du groupe CEPAMAT et de Wolfgang Le Goff du groupe KPMG. Denis Mor est l'associé dirigeant du groupe CEPAMAT. Alors peut-être que comme ça vous évoque pas tout à fait grand-chose, mais CEPAMAT, c'est 65 points de location, notamment de la marque Europcar, Loc-Eco, et c'est également la petite voiture Marguerite que vous pouvez voir dans Nantes. Donc c'est un groupe qui a quand même 235 collaborateurs et un joli chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. C'est un groupe, il faut le dire, qui est un groupe familial et qui a entamé récemment, enfin pas récemment d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, un travail autour du revenu management, qui est donc le sujet de cet atelier. Wolfgang Le Goff, qui sera notre expert, et lui, chez KPMG Conseil. Alors, on connaît assez bien le groupe KPMG dans ce qu'il nous apporte en expertise comptable et en commissariat aux comptes. C'est aussi un acteur assez important dans le conseil et notamment dans l'accompagnement, dans la conduite du changement notamment. Enfin, il parlera du sujet qu'il connaît beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner la parole, Denis, assez rapidement parce que vous en parlez très bien. Vous avez été un peu le contexte de la mise en place du revenu management. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ça a été la réponse à une contrainte. Merci Marie pour cette présentation. Bonjour à tous. Effectivement, à l'origine, mon associé Tony Le Saffre et moi-même, nous sommes franchisés de la marque Europcar, donc nous sommes des loueurs de voitures. Quand on est franchisé, on n'est pas complètement maître de son développement, notamment géographique. Et une fois qu'on a fini de s'en agacer, eh bien, on envisage son développement autrement. Et nous, dans le cadre de notre activité, nous sommes des observateurs des comportements automobiles autour de nous et on a notamment constaté une évolution du rapport à l'automobile avec un transfert de la propriété vers l'usage, une recherche de simplicité, une recherche d'économie également. On a aussi constaté une évolution des villes. L'automobile n'est plus la bienvenue en ville. Les villes ne s'adapteront plus à l'automobile parce que l'espace public est encombré de voitures qui sont sous-utilisées. Et puis, il y a des problèmes de circulation, de stationnement. Donc, tout ceci nous a amené à imaginer des offres de déplacement automobile un petit peu plus performantes et pouvant contribuer à une utilisation un peu plus raisonnée de la voiture. C'est aussi par ailleurs, dans notre métier de la location, qui est une industrie encore assez récente. La location, c'est arrivé en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ça vient des États-Unis, comme beaucoup de services. Et aujourd'hui, seulement 10% des Français louent une voiture une fois par an. Et ce secteur d'activité bénéficie d'une réelle opportunité de croissance dans ce contexte que je viens de décrire. Pour autant, nous sommes challengés, bousculés par des offres nouvelles qui sont directement issues du web et de la digitalisation. Je parle là du covoiturage, je parle de l'autopartage, je parle aussi de la location entre particuliers. Autant d'offres nouvelles qui ne sont pas des lames de fond, mais qui sont là, qui se développent, qui sont plutôt très attractives, qui sont perçus comme souvent économiques et qui nous amènent les acteurs historiques de la location à une profonde remise en cause et nous en premier lieu. Alors dans ce contexte-là, je suis désolé de ce préambule un peu long, mais on s'est fixé trois priorités. Nous, chez CEPAMAT, c'est d'abord nous aussi d'imaginer et d'expérimenter des offres, des innovations de rupture dans notre industrie. C'est comme ça qu'on a créé
Marguerite, hein, un service d'autopartage avec des voitures disponibles sur l'espace public 24 heures sur 24. Et que nous avons également décliné Marguerite dans un service qui s'appelle Mobilicar, destiné à équiper des flottes de voitures de service, donc des flottes professionnelles, avec les mêmes technologies qui permettent d'en partager l'usage et d'optimiser donc ces flottes de véhicules. Également, notre seconde priorité, c'est, et là c'est vraiment la confrontation avec ces nouvelles offres, hein, c'est de revisiter l'expérience client, le parcours de nos clients. Et c'est vrai qu'on n'est pas exempt de tout reproche en location de voiture, avec des clients qui veulent quelque chose de plus simple, plus rapide, évidemment, et plus personnalisé aussi. Hein. On veut vraiment, évidemment, moins cher si possible. Et ça, c'est le troisième point qui nous oblige à optimiser notre modèle, hein, pour fabriquer quelque chose à la fois de plus productif et de plus performant. L'expérience du revenu management chez Cepamat, elle s'inscrit un peu dans cette troisième priorité. Revenu management ou yield management, hein. Qu'est-ce que c'est? On parle ici des techniques d'optimisation du revenu par le pilotage des prix et le pilotage de la capacité, de la disponibilité. Alors, je vais essayer d'illustrer ça dans des termes simples. D'abord, je ne suis pas un expert du revenu management, hein, donc je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais pour vous donner quelques évolutions, vous savez, dans notre activité, on achète des véhicules, on essaie de construire un plan de flotte avec des entrées, des sorties qui collent le mieux possible à l'évolution de notre activité étant d'ailleurs très saisonnière. Hein. Et par le passé, eh bien, on s'appuyait sur les réalisations de l'année précédente, hein, on regardait dans le rétroviseur, tant en mix de véhicules qu'en nombre, en capacité. Hein. On essayait d'appliquer des perspectives de croissance, hein. Et puis surtout, on se basait de façon totalement fausse, hein, sur l'utilisation qu'avaient eu nos clients de nos voitures. C'est une absurdité parce que quand on raisonne comme ça, on reproduit et on amplifie les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si un client nous a réservé une voiture petite, mais que je n'ai plus de voiture petite à l'instant T et que je lui donne une voiture moyenne, donc je fais ce qu'on appelle un déclassement ou un surclassement pour lui. Donc si j'analyse, hein, je me base sur l'analyse historique pour construire ma flotte future, je reproduis les mêmes erreurs. Voilà. Grâce aux données, hein, que nous avons collectées, hein, et que nous exploitons dans le cadre du revenu management, on procède très différemment. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la demande client et en particulier sur la demande non satisfaite. Hein. Donc on va, de cette façon-là, avoir une approche beaucoup plus fine, hein, de notre plan de flotte. Et du coup, économiquement, ça n'est pas du tout neutre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la veille concurrentielle. C'est vrai que pendant longtemps, on a piloté nos prix en fonction de ce que faisaient nos concurrents, hein, mais sans avoir réellement de moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on faisait des enquêtes par téléphone, on en faisait très peu, parce que ça prenait beaucoup de temps, on les faisait très mal, et puis on avait du mal à les faire de façon régulière. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que dans cette logique de revenu management, on utilise des requêtes qui sont envoyées par des robots qui vont interroger tous les sites web de nos petits camarades, qui font la même chose chez nous d'ailleurs, hein, et qui nous donnent les anticipations du marché par ville, par catégorie de véhicules, et aussi par période et durée de location, et ça dans l'instant, et aussi pour les périodes futures. Donc ça change considérablement la donne, c'est-à-dire qu'on a une information très claire des anticipations du marché. Enfin, un autre point qui touche au pilotage. Avant, nous avions un pilotage de nos prix et un pilotage de notre capacité que je qualifierais de statique, c'est-à-dire qu'on raisonnait semaine, week-end, haute saison, basse saison, voilà, à peu près. Et quand on
on prenait de la réservation, quitte à déclasser, et puis quand on n'avait plus de voiture, on fermait la réservation. Donc on était vraiment en réaction. Hein, et toujours un petit peu en panique. Hein. Le revenu, les techniques de revenu management sont fondées, elles, sur d'abord une analyse de la prise de réservation. C'est-à-dire qu'on va regarder à l'avance un petit peu comment se remplit notre portefeuille de réservation par ville, par catégorie de véhicules, par canal, hein, entre la réservation directe et la réservation intermédiaire, parce que vous savez que dans notre métier, il y a tout un tas d'intermédiaires qui se sont invités à notre marché, hein, qui sont des brokers, qui sont des comparateurs, qui sont des tour opérateurs, qui n'ont pas une agence, pas une voiture, pas un collaborateur sur le terrain, mais qui vendent de la location de voitures et qui nous coûtent d'ailleurs fort cher. Donc c'est important pour nous de bien maîtriser la prise de réservation pour chacun de ces canaux. Hein. Également par segment de clients, B2C, B2B, donc intermédiaires, assisteurs, et aussi par durée de location. Donc le remplissage de ce portefeuille de réservation, hein, est très riche d'enseignements, et à un moment donné, on va éventuellement fermer un canal, hein, pour privilégier un autre canal. Également, on gère beaucoup plus finement la capacité, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire ce qu'on appelle à un horizon un petit peu lointain, hein, en fonction des évolutions qui se dessinent. On va se couper à la réservation sur certains types de locations. Et puis petit à petit, on va affiner. Et enfin, en dernier ressort, on va également voir si à exploiter toute la flexibilité de notre flotte, hein, en anticipant des entrées de véhicules ou en retardant des sorties de véhicules. Voilà. Et juste sur le dernier point, pardon, c'est sur le pricing, parce que c'est assez déterminant. Eh bien, on a aussi des prix qui sont beaucoup plus mobiles qu'avant, hein, en incitant les clients à l'early booking, hein, et en leur donnant un réel avantage sur le sujet, et puis en remontant progressivement les prix, mais tout ça de façon cohérente et compréhensible pour le client. Voilà un petit peu ce qui a changé dans la mise en œuvre de cette démarche de revenu management. Alors, on l'entend bien, Denis, hein, vous avez dit en préambule que vous n'étiez pas expert du yield management, mais quand même, vous avez une grande maîtrise du sujet. Et on le voit dans les échanges qu'on a eus ensemble préalablement. On a parlé de l'importance, justement, dans cette ouverture au yield management et dans la mise en place, l'importance de l'implication de la direction générale, dont évidemment vous faites partie, et l'importance d'impulser quelque chose. Peut-être, Wolfgang, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à l'expérience que vous avez avec vos clients ? Effectivement, sur le yield management et plus généralement sur la transformation digitale ou la transition digitale, il y a un point primordial qui est l'implication de la direction générale. Puisqu'en fait, transformer, c'est mettre l'entreprise en mouvement, c'est donc donner un cap, et intégrer dans la vision stratégique les différentes composantes de la transformation digitale sur les business models, sur le multicanal, sur les produits. Les exemples que vous avez cités, notamment en business model, on pense à Marguerite bien évidemment, d'où la nécessité d'une forte implication de l'ADG. Dans les retours d'expérience qu'on a, c'est d'autant plus vrai qu'à aujourd'hui, rentrer dans la transformation digitale, c'est aussi parfois arbitrer entre des investissements immatériels et des investissements matériels. Et aujourd'hui, cet arbitrage-là, il ne se fait pas encore favorablement ou toujours favorablement sur l'immatériel. Et donc, il y a une vraie nécessité de l'implication de l'ADG pour lancer les projets et mettre l'entreprise en mouvement. Autre point, dans les exemples donnés par Denis Mor également, c'est la nécessité d'initier le projet. Mettre l'entreprise en mouvement, c'est fonctionner par touches successives, par itération. Dans les retours que nous, KPMG, on peut vous donner, on a assez peu d'exemples d'entreprises qui ont réalisé leur transformation digitale sur du yield ou sur d'autres sujets en mode Big Bang. Donc effectivement, un point clé, c'est effectivement d'initier. Et initier, c'est avoir l'input de l'ADG pour commencer, parce que ça nécessite des investissements qui doivent être arbitrés et décidés.
Ouais, d'ailleurs, j'avais relevé des éléments que vous m'aviez donnés, Denis. L'importance de monter dans le train, c'est votre expression. Et même si on fait des erreurs, donc on reparle de la enfin, du cas de l'itération. Et on en parlait un petit peu aussi en préambule. La force que vous avez d'être une entreprise familiale et de pouvoir prendre le temps aussi de faire un certain nombre de choses, parce que la mise en place, elle ne se fait pas de façon immédiate, comme l'a dit Wolfgang. Nous, travailler et exploiter la data dans cette démarche de revenu management, ça a changé des choses très concrètes dans l'organisation. Ça veut dire déjà faire prendre conscience à tous les collaborateurs qui sont acteurs de cette démarche de la nécessité d'avoir de la data fraîche et de la data de qualité, parce que si on n'a pas cette matière première, on n'en sortira rien. Donc ça impose une démarche de temps réel dans la mise à jour de l'information dans nos systèmes. Également, ce qui a vraiment changé, c'est le fait de faire s'approprier cette culture de revenus dans l'entreprise, et notamment auprès des équipes opérationnelles, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait dans un coin derrière son ordinateur, mais le revenu management dans l'entreprise, chez nous, ça impacte tout le monde. Ça impacte bien sûr la cellule en charge de ce sujet, mais aussi les équipes opérationnelles qui, elles, voient la réalité de leur marché, la situation de leurs concurrents, leurs contraintes opérationnelles de personnel, d'horaire, etc., etc. Et puis ça implique également toutes les personnes qui s'occupent de logistique, parce que au bout du compte, ce sont elles qui ont le dernier mot. Si on ne sait pas déplacer des voitures d'une agence à une autre, eh bien, il faut bien se couper à la réservation, sinon on s'expose à des difficultés. Alors vous avez cette ouverture au yield management, en tout cas cette transformation, vous avez travaillé avec l'appui d'une start-up. Comment c'est venu à vous Comment s'est passé ce travail-là, cette collaboration ? D'abord, on a fait la connaissance de cette entreprise, de cette jeune entreprise, un peu par hasard. Elle était spécialisée dans le revenu management, dans l'hôtellerie. Elle commençait à développer quelque chose sur la location de voitures. Et après, l'hôtellerie est partie vivre sa vie, et la location de voitures est aujourd'hui l'activité exclusive de cette jeune entreprise, qui est sur un marché mondial, qui a des clients, qui est une toute petite entreprise, puisque je crois qu'ils sont maintenant 5 collaborateurs, mais ils ont des clients partout dans le monde. Donc ils ont développé des outils qu'ils ont fait évoluer, et ils nous ont utilisés un petit peu comme cobayes au départ, puisqu'on était leur premier client majeur. Donc moi j'ai trouvé ça d'abord très frais et très enrichissant comme démarche. Je suis toujours très fasciné de l'agilité et de la capacité qu'ont ces startups à focusser sur leurs projets, à avancer très vite, beaucoup plus vite que nous qui sommes des entreprises plus établies. Donc voilà, on a cheminé ensemble. Alors on a toujours une crainte, c'est de savoir si elles vont exister demain. Donc on les suit de très près, évidemment, parce que c'est pas dénué de risque pour nous non plus. Ensuite, on a aussi intégré des compétences nouvelles dans l'entreprise, puisqu'une demande qu'on a faite à cette jeune entreprise qui s'appelle WeYield, qui est basée en région parisienne, c'est bien de former nos équipes à ces techniques de revenu management. Et puis également, donc on a repéré dans l'entreprise un puis deux jeunes bien câblés, assez à l'aise dans la conceptualisation et la modélisation, et dans le maniement des données. Et puis ces deux jeunes, on veille à les faire grandir en les envoyant se former à droite à gauche. Ça aussi, c'est très riche pour une entreprise dans un secteur établi de s'enrichir de nouvelles compétences, surtout lorsqu'elle touche à toute l'entreprise avec une grande transversalité, comme je le disais tout à l'heure. Sur cette intégration de nouvelles compétences, Wolfgang, sur les offres, en tout cas les outils que vous pouvez apporter à vos clients dans cette démarche de transformation digitale, il y en a plusieurs, alors notamment un dont je suis assez fan, il faut le dire, qui est l'Insight Center,
dont vous allez parler. Tout à fait, oui. Alors pour approcher ces problématiques, donc déjà, effectivement, il y a une dimension gestion du changement qui est assez importante. On a des clients avec qui on travaille dans le retail, qui ont des réflexions multicanales. Ça pose des questions au niveau notamment des réseaux de magasins physiques. Ça apporte quelques craintes, d'où la nécessité de piloter tout ça en mode projet, de bien communiquer, de bien expliquer sur les motivations et de bien anticiper sur ces freins potentiels. Quand on dit mode projet, ça veut dire que chez le client, ça mobilise différentes compétences, ça impose de décloisonner, nous c'est ce qu'on observe, et dans notre organisation, c'est exactement ce qu'on fait également. C'est-à-dire que quand on approche ce type de projet, nous on le fait en équipe multidisciplinaire avec des compétences parfois stratégiques sur des projets de refonte de business model. Je prends l'exemple Marguerite par exemple, c'est un exemple. Des compétences stratégiques, des compétences opérationnelles, des compétences IT, des compétences financières et bien évidemment des compétences RH pour la mise en œuvre par rapport aux freins que j'évoquais tout à l'heure sur la gestion du changement. Ça, c'est sur la constitution de l'équipe. Ensuite, sur la mise en œuvre, je parlais tout à l'heure d'itération, pas de Big Bang. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un noyau dur, une équipe constituée chez nous avec notamment de nombreux experts d'INA. Et parmi eux des data scientists. Donc on utilise ces compétences avec ce qu'on appelle chez KPMG des actifs et notamment l'Insight Center. Qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui est déployé chez KPMG à Paris. Il y en a un qui existe également de mémoire à Hong Kong, il doit y en avoir un en Allemagne et un aux États-Unis. L'idée c'est quoi ? C'est de mobiliser nos clients sur des réflexions dans un schéma modélisation, on appelle ça un proof of concept, un POC, pour éprouver un concept, une solution en mode itératif sur des schémas assez ramassés. Ça se passe sur une semaine où on va mobiliser au niveau de Insight Center, en général un représentant DG, des représentants opérationnels du client, nos experts du digital pour concevoir des solutions sur des modèles très, très ciblés. Donc derrière, il y a pas mal de technologies, des technologies d'INA notamment, qui sont propres à KPMG, qui s'appuient aussi sur des partenariats, notamment avec IBM et des outils comme Watson, qui permettent de travailler sur des modèles prédictifs. Merci Wolfgang. On a beaucoup parlé jusqu'à présent sur comment ça s'est passé. Dans l'intégration des compétences nouvelles, on avait aussi évoqué avec vous, Denis, la nécessité de faire bouger les lignes aussi des personnes qui étaient déjà en poste chez vous et de ce que ça avait apporté en termes de résultats. Et donc, on va passer aux résultats. On va commencer plutôt sur l'aspect technique. Sur la flotte, on n'a pas on n'est pas technicien de la location, on n'imagine pas la conséquence que ça a eu sur vos achats de véhicules. Alors, ça a surtout une conséquence sur l'utilisation de la flotte. Vous savez, nous, on achète des voitures, on prend des engagements auprès des constructeurs automobiles, quasiment, là, on le fait en ce moment pour l'année 2017. Oui, alors, il y a 6500 véhicules neufs achetés. On achète à peu près 6500 véhicules neufs chaque année. Et donc, on essaye de planifier un cadencement en se laissant, comme je le disais tout à l'heure, un peu de flexibilité pour anticiper des rentrées de véhicules neufs ou au contraire pour sortir des véhicules d'occasion en fin de carrière, sachant que les voitures, on les garde à peu près 6 mois. Hein, ouais. Donc, un apport concret du revenu management, ça a été d'augmenter notre taux d'utilisation. Hein, il y a encore 5-6 ans, on pensait qu'on ne ferait jamais mieux que 65% d'utilisation financière de la flotte. Hein. Et aujourd'hui, on est plutôt à 77%. C'est-à-dire qu'on a... Et sans se faire plus mal, quoi. C'est-à-dire que simplement, en regardant devant, en pilotant devant plutôt qu'en regardant dans le rétroviseur, on est beaucoup plus dans l'anticipation et on arrive à beaucoup mieux optimiser la flotte. Ça s'est fait aussi en complétant notre outil logistique, c'est-à-dire qu'on a
une flotte de camions porte-voitures hein, qui s'est également développée pour servir ces objectifs. Oui, vous avez intégré une logistique pour pouvoir, on en parlait tout à l'heure, faire en sorte que les bons véhicules soient au bon endroit au bon moment. Voilà, ça c'est un peu ce qui caractérise aussi une entreprise familiale, c'est-à-dire que accepter d'investir dans une activité de transport alors qu'on est loueur de voitures, ça peut paraître un peu saugrenu et pénalisant à court terme, mais dans la durée, ça nous amène énormément, notamment pour optimiser l'utilisation. Oui, vous disiez que finalement, votre pilotage était beaucoup plus dynamique et vous anticipiez plus de choses, alors que préalablement, c'était beaucoup de choses subies en fait dans les décisions. Et même pour les équipes, c'était plus facile à vivre. Oui, il y a beaucoup plus de sérénité, surtout quand les équipes arrivent à s'approprier ces outils. Donc aujourd'hui, tous nos responsables de points de vente ont accès aux outils de revenu management hein, et ont la capacité de voir un petit peu comment se remplit leur portefeuille de réservation pour les jours à venir. Et ils savent également anticiper leurs arbitrages avec le service logistique. Oui, parce qu'un chiffre qu'on pourrait donner pour illustrer le fait qu'on ait besoin que vos équipes aient besoin de beaucoup anticiper, vous m'avez dit que 40% des réservations de véhicules se faisaient à moins de 24 heures ouais. Et 70% à moins de 7 jours. Donc il y a intérêt à être un tout petit peu réactif. On a un métier qui du point de vue du client, est très simple, hein, puisque ça consiste à donner des clés à un client qui a déjà réservé. Mais encore faut-il que la voiture soit là, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très compliqué. Surtout avec cette culture de last minute, quoi, hein. Effectivement, les chiffres que vous donnez sont nationaux d'ailleurs. Hein, c'est propre à la location de voitures. On va parler financement. Pour pouvoir développer ça, hein, il faut un tout petit peu de financement quand même, parce que ça s'est fait sur le long terme. Vous avez intégré une nouvelle équipe. Je crois qu'il y a 3 personnes dans votre équipe de yield management en tant que telle, et puis 2 personnes au digital, c'est ça ? Alors, oui, c'est l'inverse. On a 2 personnes qui s'occupent exclusivement du yield management dans l'entreprise. Hein. Et sinon, sur la partie digitale, on a 3 autres personnes. Voilà. Donc, sur l'ensemble du périmètre, on va dire 5 personnes. Quelques chiffres. Hein. Le yield management dans l'entreprise, c'est à peu près 0,5% du chiffre d'affaires. Donc, c'est finalement pas... considérable. Le coût. C'est 0,5% du chiffre d'affaires sur le périmètre concerné. Et globalement, tous les chantiers digitaux, c'est un petit peu moins de 2% du chiffre d'affaires aujourd'hui, hein, sans compter bien sûr le support de Marguerite, hein, qui est une activité qui est toujours en phase de développement, qui se développe commercialement très vite, mais qui n'est pas encore à l'équilibre. Peut-être, Wolfgang, on a parlé d'éléments de financement qui peuvent être des éléments, des dispositifs mis à disposition pour une fois par l'État, type crédit impôt recherche, jeune entreprise innovante, etc. Ça peut être des supports importants quand même de financement de ce type d'innovation ? Oui, effectivement. Alors, je pilote les activités de conseil. Je suis désolée, Wolfgang, ça c'était une question piège. Et je me suis rapproché des auditeurs et des experts comptables qui m'ont donné quelques éléments. Donc, effectivement, il n'y a pas de catalogue qui permettrait de voir les modalités de financement de l'innovation. Par contre, il y a des moyens bien connus. Et les financements sur fonds propres, hein, c'est les moyens classiques et ça peut aussi englober l'emprunt bancaire. Ensuite, il y a des dispositifs dédiés, je pense que vous les connaissez tous. Donc, jeunes entreprises innovantes, là on est sur des schémas avec des entreprises qui ont moins de 8 ans, donc c'est quand même assez ciblé comme dispositif. Et ensuite, on peut citer effectivement le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, avec une dissociation dans les deux, une éligibilité sans doute un peu plus contraignante sur le crédit impôt recherche qui nécessite de lever des verrous technologiques. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué. En tout état de cause, la recommandation de KPMG, c'est de mettre en place un dossier de rescrit pour confirmer son éligibilité au dispositif. En tout cas, d'y regarder, ça
Il faut. Voilà. Alors, ça je ne existe, vous ai pas donc autant le faire. parler autrement des autres moyens. Il y a forcément les aides BPI, les prêts, et puis l'éligibilité aux fonds européens également. Il existe également des aides au niveau de la région, et notamment territoire innovation. Donc il y a pas mal de moyens. Ce qu'il faut effectivement, c'est faire une cartographie et puis voir dans quelle mesure on est éligible ou pas. Merci. Alors, le meilleur pour la fin. On a parlé des financements, mais voilà, ça vous a permis quand même d'avoir un retour. Alors, pas en 2 ans, hein, évidemment, puisqu'on parle d'une période relativement longue, mais vous pouvez nous donner un petit peu de chiffres? Oui. Alors, d'ailleurs, c'était un peu l'accroche de cet atelier, hein, mais donc nous avons lancé cette démarche de pilotage par le revenu management il y a maintenant 6 ans, et notre revenu par véhicule a progressé de 20%. À la fois par l'augmentation de l'utilisation de la flotte que j'évoquais tout à l'heure, et aussi par le revenu par jour vendu. Hein. C'est-à-dire que globalement, ces techniques nous permettent d'optimiser le revenu par jour dans un contexte qui est pourtant hyper concurrentiel. Donc c'est une grande satisfaction, mais c'est pas la seule. Pour moi, ce qui a autant de valeur, si ce n'est plus, c'est la rupture qu'on a créée. C'est-à-dire c'est le fait de changer la façon de piloter notre activité. C'est de développer auprès des équipes opérationnelles cette culture de revenus, et donc de les faire grandir également, hein, dans leur façon de raisonner l'activité et de la piloter. Vous avez encore de la réserve un petit peu pour augmenter les revenus? On a parlé du mix client qui est encore amélioré. Il y a encore beaucoup de data à défricher, si j'ai bien compris. On n'est jamais au bout. On va terminer par un regard un peu plus d'expert. Wolfgang, c'est pour vous. Sur le yield management et l'application que ça peut avoir, alors non seulement dans des sociétés de services, mais aussi dans des entreprises un peu plus industrielles. Alors, le point, effectivement, c'est que ce sont des technologies qui sont utilisées dans l'aviation, compagnie aérienne, également dans l'hôtellerie. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est un cas d'usage qui peut être intéressant quand on est dans des logiques de métiers à fonctionnement capacitaire. C'est ce qui est le cas de Cepamat avec une flotte à capacité finie. Alors, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour aller plus loin, j'ai pris un point sur un retour d'expérience d'un client qu'on a accompagné alors, au Royaume-Uni, sur ce qu'on peut faire un cran plus loin, sur l'ouverture de nouveaux points de vente. Donc dans ce cas-là, en fait, ce client qu'on a accompagné ouvre 25 à 30 points de vente au Royaume-Uni chaque année, nouveaux. Donc ils ont besoin de prévision. Et aujourd'hui, sur leur modèle prédictif, ils constatent à la réalisation un écart de 30% entre leurs prévisions et le réalisé sur la première à la 3e année. Donc en fait, ils nous ont sollicité pour les accompagner, pour affiner cette chose-là. Donc avec les outils que j'évoquais tout à l'heure et les compétences que j'évoquais tout à l'heure, data scientists notamment, on les a accompagnés sur la mise en place d'un modèle qui a permis d'affiner ces prévisions et de baisser ces taux d'erreur de 30% à 15%. Donc il y a encore des leviers avec le digital et notamment sur le développement de nouveaux business. Donc c'est une des opportunités qu'on peut envisager en complément de la logique capacitaire qu'on évoquait à l'instant. Je trouve que c'est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire que trop souvent, on pense le pilotage de l'activité et du revenu par les prix. Les prix. Et là, c'est changer de logique et penser capacité. Et moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de métiers qui devraient s'inspirer de ces réflexions. Alors après, les outils sont propres à chaque activité, évidemment, hein, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience d'analyser le remplissage, l'utilisation de sa capacité, hein, et d'en tirer des enseignements, hein, sur l'optimisation du revenu. Merci à vous. Mais pour deux. ça, il faut des data, Ouais. et de qualité, et c'est la matière première. Du débat.
On va passer maintenant, je vais passer dans la salle. Si vous avez des questions à poser à Denis ou à Wolfgang, je vais disparaître puis réapparaître. Merci. Est-ce que la CEPAMAT devient quelque part un laboratoire observé par les autres partenaires Europcar en France? En tout cas, on a beaucoup d'échanges avec nos... Donc en France, la marque est exploitée d'abord par le franchiseur lui-même et par aujourd'hui une quinzaine de franchisés qui se sont beaucoup regroupés au fil du temps. Je pense que le franchiseur nous regarde un peu comme un laboratoire avancé. C'est vrai qu'on a initié un certain nombre d'offres nouvelles et on partage ce genre de choses ensemble. Hein. Et puis nos collègues franchisés qui sont moins importants en taille, hein, également c'est important dans le cadre de notre réseau de leur partager ces expériences aussi pour les faire monter dans le train. Hein, et parce que je pense que vraiment quand on est en mouvement sur ces sujets-là, on voit les choses différemment. Donc oui, je pense que c'est tout à fait utile. Bonsoir. J'ai une double question à vous poser. Tout à l'heure, vous avez parlé de comme quoi c'était une rencontre quelque peu fortuite avec cette start-up de Yield Management. Ma première question, c'est est-ce que vous connaissiez le Yield Management et est-ce que vous cherchiez un partenaire pour vous accompagner? Est-ce que le Yield Management faisait partie de la stratégie de prospective de l'entreprise il y a 6 ans? Et est-ce que pour vous sécuriser sur ce développement, étant donné que c'était une start-up, est-ce que vous avez pris part au capital de cette start-up? Alors, je ne peux pas répondre à la dernière question. Mais oui, on a sécurisé quand même. Hein, on a sécurisé la relation. Je veux dire que c'est trop impactant, quoi. Hein, quand on travaille avec une start-up qui sera partie prenante dans un tel volet de notre activité, évidemment, il faut sécuriser à minima la collaboration. Après, on était très envieux de ce qui se passait dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans l'hôtellerie et l'aérien, hein, effectivement. Et on n'avait pas connaissance... alors on voyait que les grandes enseignes développaient leur propre système, mais on n'avait pas connaissance de prestataires susceptibles de nous accompagner. Donc on est rentré par le biais de l'hôtellerie, et il se trouve que dans cette jeune entreprise, il y avait un ancien de la location de voitures, donc très rapidement, en fait, ils se sont séparés, les deux associés, l'un ayant continué de développer le yield en hôtellerie et l'autre en location. En tout cas, nous, on sentait qu'on avait besoin d'avancer sur ce sujet-là, mais on était un peu comme une poule devant un couteau, quoi. On ne savait pas par quelle boule prendre. Et ça a été une belle rencontre de ce point de vue. Hein, et on travaille très, très efficacement avec eux. On les recommande très largement, hein, y compris à des concurrents, hein, parce que ce sont des techniques. Et plus ils seront, d'ailleurs, plus ils auront de clients, plus on sera sécurisé. Ah, mais il n'y a pas de problème. Juste parce qu'on animait tout à l'heure un atelier sur les business models. Votre business model demain avec les voitures autonomes, c'est plus faire un Uber-like ou continuer à louer des voitures? On y réfléchit tous les jours.
On avance. C'est sûr que la voiture autonome va constituer une nouvelle donne. Moi, mon sentiment, c'est que nous resterons des loueurs de voitures, mais que ces voitures seront probablement autonomes une fois que ces technologies seront abouties, et surtout une fois que la réglementation en France l'autorisera. Et ça me rend assez prudent sur les délais, parce que on est quand même dans un pays, enfin on le voit bien avec Uber et les VTC, hein, mais lorsqu'on vient bousculer la réglementation, on a en face de nous une administration qui se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour retarder le sujet, quoi, hein. Donc je pense qu'on n'y est pas en France. Je pense qu'il y aura d'autres pays avec d'autres applications. Enfin, il y aura des applications sur des périmètres privés ou relativement sécurisés, mais la voiture autonome totalement en libre service sur toutes les routes départementales de France, je le vois pas venir tout de suite, hein, voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on soit mobile dans nos têtes. Je pense qu'il faudra toujours créer du lien entre des utilisateurs et des voitures. Il faudra toujours acheter des voitures, il faudra toujours les entretenir, les déplacer. Donc oui, on suit ça de très près. Maintenant, je n'ai pas de réponse encore très précise sur le sujet. Avec le management des revenus, est-ce que, donc en fonction des capacités, est-ce que tu constates des évolutions en fait dans la durée des comportements des consommateurs? Est-ce que leurs habitudes d'achat évoluent? Est-ce qu'ils ont des comportements plus opportunistes? Et est-ce que ça vous oblige à déjà imaginer des scénarios différents à l'avenir? Alors, globalement, du côté B2C, le consommateur a bien compris que plus il réservait avec anticipation, plus il avait un meilleur prix. Donc ça marche et ça nous va bien, hein, parce que ça nous permet d'anticiper. Côté B2B, pas du tout, hein, c'est-à-dire que la réservation B2B, elle est vraiment last minute. Donc voilà, il y a des comportements très, très différents entre les deux. Les gens, globalement, le consommateur comprend bien la logique, hein, mais voilà, il faut qu'on soit cohérent aussi dans le pilotage de nos prix, parce que ça risquerait d'être contre-productif, hein, enfin, si jamais on se livrait à des pratiques illisibles. Voilà. Donc globalement, il y a une certaine logique, hein. Après, on est vraiment dans la tactique, hein, dans le dernier moment, et des consommateurs qui se comportent très différemment suivant que ce sont eux qui payent ou leur entreprise. Est-ce qu'il y a encore une question? Ou plusieurs? Non, du coup, je n'ai plus la maîtrise de l'heure. – 18h14, je pense qu'on est bon. Merci à vous de votre attention, de vos questions. Merci Denis, merci Wolfgang de vos éclairages. Merci. Merci à vous. Et bonne soirée.